Ligne droite. Le grand réveil. Et nous sommes ce matin avec notre invité Pascale Pierrat. Bonjour. Vous êtes députée Bonjour européenne. Maud Couffleur, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, vous êtes députée européenne du Rassemblement national, haut fonctionnaire, ancien juge d'instruction. Et je vous propose de commencer avec ce sujet qui a fait polémique, l'Albanie, qui a accueilli un groupe de migrants envoyés par l'Italie en vertu d'un accord signé entre les deux pays fin 2023. L'accord prévoit la création de 2 centres en Albanie, d'où les migrants pourront effectuer une demande d'asile. Ils devraient accueillir jusqu'à 36 000 migrants chaque année. Quel est le but de cette manœuvre, Pascale Pierrat, et quel regard l'Union européenne porte-t-elle sur cet accord ? Alors, pour Giorgia Meloni, il y a un enjeu électoral majeur, puisqu'elle avait placé la question de l'immigration au cœur de sa campagne, et elle est maintenant dans le temps où il faut joindre l'acte à la parole. Elle a passé préalablement, il y a plusieurs mois, un certain nombre d'accords avec des pays du Maghreb, avec l'appui d'Ursula von der Leyen d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle ouvre donc ces centres. Il y a 2 centres en Albanie qui sont destinés à accueillir des migrants. Alors, je voudrais quand même préciser tout de suite que le champ d'application de ces 2 centres est quand même très restreint, puisqu'il s'agit d'y accueillir des migrants secourus dans les eaux internationales d'une part, et qu'il s'agit d'en exclure les femmes, les enfants, les individus porteurs d'un trouble mental, les individus indiquant avoir été violentés et torturés, et les individus ayant subi des violences sexuelles. Ah oui. C'est-à-dire que le champ d'application des personnes qu'on va envoyer en Albanie est déjà très restreint. Alors ça, c'est le premier point, évidemment, qu'il faut souligner, puisque ça veut dire que tout le reste du contingent ira directement en Italie. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la procédure va se faire en vidéoconférence sur une durée de 28 jours. C'est-à-dire que en 28 jours, les juges italiens vont devoir instruire les demandes d'asile d'une part, et vont devoir, en cas de refus des demandes d'asile, vont devoir obtenir des laissez-passer pour renvoyer les personnes vers leur pays. Et là, vous comprenez bien qu'en 28 jours, enfin, moi, je peux vous l'assurer au regard de l'expérience que j'ai eue, en 28 jours, l'opération est absolument impossible. Donc, évidemment, vous avez, pour répondre clairement à votre question, un certain nombre de pays européens qui regardent très favorablement cette expérience, mais je dirais qu'elle est hypothéquée dès le départ par ses conditions de mise en œuvre, en fait. Puisqu'en 28 jours, instruire une demande d'asile, y introduire les recours, puisque évidemment, chaque décision va être susceptible de recours, et obtenir des laissez-passer et le retour des migrants sera absolument impossible. Ce qui veut dire quoi à la fin ? C'est que les personnes dont le cas n'aura pas pu être traité arriveront en Italie. Ouais, voilà. Oui, effectivement, oui. Pascale Pierrat, de plus en plus de pays européens manifestent leur désaccord avec le pacte migratoire adopté au mois d'avril. L'Italie, l'Allemagne avec le rétablissement de la double frontière, la Hongrie bien sûr, et maintenant la Pologne qui veut suspendre son droit d'asile. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à réviser un jour le pacte migratoire, voire même l'espace Schengen ? Alors, je ne le crois pas, Maud, et je crois d'ailleurs que c'est un leurre de penser que les pays veulent réviser le pacte migratoire. Je m'explique. Vous avez effectivement eu un contexte en Allemagne avec les attentats l'attentat de Solingen qui a été très particulier. L'Allemagne a rétabli ses frontières. Début octobre, les Pays-Bas et la Hongrie, mais ce sont les 2 seuls, ont demandé à pouvoir déroger au pacte, à l'application du pacte migratoire. Et on a dernièrement, je crois le 12 octobre, la Pologne qui a indiqué qu'elle allait suspendre provisoirement les demandes d'asile. Mais en réalité, si vous voulez, ce que demande, il y a eu un sommet en début de semaine, un sommet européen convoqué à l'initiative de von der Leyen. Ce que demandent la plupart des pays européens, et là je veux citer quand même l'Allemagne elle-même, l'Espagne et la France, c'est la mise en œuvre accélérée du pacte. Ce n'est pas la sortie du pacte, c'est la mise en œuvre accélérée du pacte. Et d'ailleurs, c'est si vrai que si vous retrouvez les dernières déclarations de Bruno Retailleau, qui expose un peu les grandes lignes de sa prochaine projet de loi, en matière de migration. Eh bien, vous y verrez qu'il sollicite également une accélération du pacte migratoire. D'accord. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a en effet
quelques pays à la marge, dont la Hongrie, qui vont demander à sortir de ce carcan, mais les autres vont en demander l'accélération. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen s'y est pas trompée. Elle a adressé en début de semaine, à l'occasion du sommet, une lettre aux chefs d'État et de gouvernement où elle fixe 10 axes de travail concernant l'immigration. Et le premier des axes, c'est d'accélérer la mise en œuvre du pacte migratoire. Et en réalité, ce qui se joue là, c'est, vous savez que pour la France, la question migratoire, c'est une des rares compétences partagées qu'il nous reste. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas tout à fait souverain, mais il nous reste encore une marge de manœuvre. Et en fait, l'enjeu, c'est de rogner cette dernière marge de manœuvre. Ce serait peut-être intéressant de rappeler quelles sont peut-être les grandes lignes de ce pacte migratoire. Qu'est-ce que ça comprend ? Alors, ça comprend évidemment la question des hotspots. C'est la raison pour laquelle ce qui est fait en Albanie est regardé de très près, c'est-à-dire des centres qui recueilleraient les demandes d'asile aux frontières extérieures. Ouais. Et ça comprend une relocalisation dans les pays européens des migrants qui arrivent. Et une relocalisation sous peine financière, puisque c'est 20 000 € par migrant refusé, donc ça va être des sommes absolument colossales qui vont être imposées au pays. Ça prévoit également des contributions pour les pays qui ne sont pas en bordure de frontières extérieures au bénéfice de ces pays pour les aider à gérer la situation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous voyez bien la philosophie même qu'il y a dans le mot pacte asile-migration. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Rassemblement national s'était tout à fait opposé à la mise en œuvre de ce pacte. Nous avions simplement voté les paquets législatifs qui étaient destinés à renforcer la coopération et les fichiers naturellement. Alors en fait, si vous voulez, la philosophie de ce pacte, parce qu'il faut pas se tromper, quand on lit les textes, la philosophie de ce pacte, c'est de faire passer autant de gens que possible dans les hotspots et de transformer des clandestins en réguliers. Ah oui, voilà. D'accord, oui, effectivement. Vous avez évoqué tout à l'heure la nouvelle loi immigration proposée par Bruno Retailleau. Elle devrait être proposée par le nouveau gouvernement en 2025. Pour vous, c'est une bonne nouvelle ou non, finalement ? Alors écoutez, tout ce qui pourra aller en faveur d'une refonte de la loi immigration, évidemment, est une bonne nouvelle. Mais enfin, bon, quand on regarde dans le détail, de quoi parle-t-on ? D'abord, je vous l'ai dit, déclaration de Bruno Retailleau, c'est quand même d'accélérer la mise en œuvre du pacte migratoire. Donc, déjà, dans cette philosophie-là, on peut pas être d'accord. Ensuite, il souhaite que on aligne le régime des personnes jugées dangereuses au régime terroriste actuellement, qui est de pouvoir augmenter la rétention administrative jusqu'à 210 jours, étant observé qu'aujourd'hui elle est de 90 jours. Je voudrais quand même préciser à cette occasion que énormément de pays européens montent à 18 mois. Ah oui, d'accord. Voilà, je veux dire, on en est là dans le curseur. Alors, Bruno Retailleau propose de reprendre des mesures qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel. Enfin, je crois qu'il faut quand même attendre les textes pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais ce qui me surprend également, c'est que il veut reprendre, alors là, in extenso, les propositions du Rassemblement national, c'est-à-dire accélérer la pression diplomatique, accélérer la pression sur les visas et sur les aides au développement. Bon, enfin, je note à cette occasion qu'il traitait à l'époque Marine Le Pen de populiste parce qu'elle proposait ce genre de choses. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, on attend les textes pour pouvoir se prononcer. Laure Lavalette a quasiment raison lorsqu'elle dit que Bruno Retailleau pourrait être un porte-parole du Rassemblement national aujourd'hui. Bon, peut-être pas. Pour l'instant, oui. Pascale Pierrat, vous avez été juge des libertés avant de devenir députée européenne et après l'affaire Philippines, vous avez réclamé une réforme urgente pour ne plus vivre ça, pour que les OQTF soient appliqués, entre autres. Elle passe par quoi cette réforme ? Qu'est-ce qu'il faut changer concrètement ? Alors, je crois que ce qu'il faut bien expliquer à vos auditeurs, parce que c'est un peu le drame aujourd'hui. Quand il se produit un drame de cette nature, le premier réflexe des médias, c'est de dire c'est la faute du juge. Bon, écoutez, le juge, il applique une loi et en l'espèce, la loi sur la rétention administrative, c'est une loi extraordinairement compliquée. Comme je vous l'ai indiqué, c'est 90 jours, c'est 4 prolongations, dont 2 exceptionnelles,
avec des conditions qui sont imposées, qui sont absolument drastiques pour pouvoir maintenir quelqu'un en rétention. Ouais. Et dans l'affaire de Philippines, le juge avait ordonné la troisième prolongation, c'est-à-dire la première exceptionnelle, mais avait considéré qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à la quatrième. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, maintenant tout le monde le sait, c'est une question de laisser-passer qui n'est pas obtenue. Par conséquent, il est absolument évident qu'il faut se donner plus de marge de manœuvre pour obtenir les fameux laissez-passer. Dans le cas d'ailleurs de Tahar O, le laissez-passer est arrivé, je crois, quelques jours après sa libération. Voilà. Mais comme au moment de la prolongation, si vous voulez, la préfecture, pour obtenir la prolongation, devait, selon la loi, démontrer que le laissez-passer, la délivrance du laissez-passer était imminente. Ouais. Vous voyez le genre de preuve qu'il faut rapporter. Bon, cette preuve n'a pas été rapportée et il a été remis en liberté. J'observe d'ailleurs dans cette affaire qu'il n'y ait pas eu d'appel du parquet d'ailleurs. Hein. Pascal Perret, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'en termes de justice, la France est le pays le plus laxiste de l'Union européenne ? Alors, en matière de rétention administrative, je vous l'ai dit, je crois que c'est la directive retour de 2008 qui nous autoriserait à monter le temps de la rétention jusqu'à 18 mois, vous voyez, et à 90 jours. Voilà, donc je crois que tout est dit. Hein. Je crois que tout est dit. Voilà. On parle beaucoup de moyens manquants dans la justice, pas assez de juges, pas assez de places de prison non plus, pas assez de personnel. On pourrait ajouter pas assez de neutralité politique aussi chez les magistrats peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, par exemple, le syndicat de la magistrature favorise aussi ce laxisme ? Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, j'ai été magistrat pendant 23 ans. Hein. Oui. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que évidemment, il y a des juges qui sont idéologisés. Évidemment, la magistrature, d'une manière générale, est traversée par les courants de la société. Voilà. Mais dans l'immense majorité des cas, et compte tenu des conditions d'exercice, je crois qu'on a affaire à quand même à un corps qui est particulièrement dévoué. Voilà. D'accord. Bon, on prendra cette réponse. Alors, puisqu'on parle de justice, on est obligé de parler de budget. Pascal Pierrat, le budget 2025 dévoilé par Michel Barnier prévoit une baisse de près de 500 millions d'euros de l'enveloppe pour la justice, justement. Le ministre Didier Migaud menace donc de démissionner si ce budget n'est pas amélioré. Il a raison. Mais écoutez, Didier Migaud, qui a accepté d'être ministre de la Justice, devrait recontacter Emmanuel Macron pour lui demander ce qu'il a fait de ses promesses. Je rappelle tout de même que il s'agissait de 10 000 recrutements. Hein, il y a quelques temps, on en parlait avec Dupond-Moretti. Il devait y avoir 1500 juges de plus, 1500 greffiers de plus. Il devait y avoir un grand plan de rénovation des palais de justice qui tombent en décrépitude totale. Hein, voilà, 15 000 places de prison. Hein, je crois qu'il y en a 3 ou 4 000 qui ont pu être construites. Alors moi, je conseille à Didier Migaud d'aller voir Emmanuel Macron pour lui demander ce qu'il a fait de ses promesses, parce que si vous voulez, si on veut objectiver la situation. Il vient de sortir là un rapport du Conseil européen sur l'efficacité de la justice. Moi, je vais vous donner 2 chiffres qui objectivent la situation de la justice. En 2022, la France avait 11,3 juges du siège pour 100 000 habitants. 11,3. La moyenne est à 17,6. Voilà. En nombre de procureurs, la France a 3 procureurs pour 100 000 habitants quand la médiane est à 11,6. Wow. Vous voyez ? Donc on est dans le bas du classement avec les pays qui sont les moins bien pourvus, avec une population qui est dense, une criminalité qui est avérée, des problématiques transfrontalières. Enfin, vous voyez que là on ne peut pas y arriver. Alors que ce soit 500 millions de rabots ou davantage, enfin on est très 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 loin du compte en fait. Ouais. Pascal Pierrat, d'autres coupes budgétaires annoncées ont fait scandale, la suppression de 4000 postes d'enseignants par exemple, et puis en face une revalorisation de l'AME. Comment vous analysez tout ça ? Alors écoutez, bon, d'abord je crois que quand même sous la pression qui a été mise par Jordan Bardella et Marine Le Pen, il me semble qu'il y a eu des déclarations dans le sens du gel de l'AME. Oui. Si vous voulez, c'est un minimum. Hein. Moi, je voudrais quand même dire qu'en 7 ans, les bénéficiaires de l'AME ont progressé 39%. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on voit ce chiffre, on se dit que c'est à peu près le même chiffre dans la population qui décide de ne plus se soigner.
Vous voyez. Donc là, il y a un vrai sujet. Quand on compare avec les pays européens, on voit évidemment qu'il y a des restrictions, qu'il y ait des soins d'urgence. De toute façon, ça fait partie du serment d'Hippocrate et il y a vraiment aucune difficulté sur la question. Mais vous avez un tas de pays qui refusent d'offrir un panier complet aux étrangers en situation irrégulière, alors même que leurs propres concitoyens peinent à se soigner, en fait. Ouais. Ouais, donc effectivement, il y a... Évidemment, tout ça n'est pas acceptable. Et si vous voulez, ça traduit bien, en dépit des discours, ça traduit bien quelle orientation politique on veut prendre en réalité. Alors le RN a annoncé qu'il ne voterait pas ce budget, bien sûr. Le groupe se tient prêt à voter une motion de censure suivie par le Nouveau Front Populaire et le groupe à droite d'Éric Ciotti. Est-ce que malgré tout un compromis est possible, Pascal Pierrat? Ah, en l'état, pas du tout. Je crois qu'il va falloir attendre après le détail des textes. Enfin, je voudrais quand même attirer l'attention de vos auditeurs sur un fait qui est quand même gravissime, qui est constitué par l'insincérité des comptes. Vous savez qu'une commission parlementaire va être ouverte et va entendre Bruno Le Maire. On est dans une situation là qui ne s'est jamais produite en fait. C'est un scandale d'État aujourd'hui, cette situation? C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. On est passé de chiffres. On est passé d'un ministre qui nous expliquait il y a moins de 3 mois qu'il avait sauvé l'économie française à la description d'un désastre dont on n'a pas encore terminé de voir les détails. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est le premier scandale. Après, évidemment, je crois qu'il faut rien s'interdire. On va voir les textes et éventuellement, il y aura une motion de censure, naturellement. Mais le risque, c'est l'application du 49.3. Finalement, la motion de censure n'aura pas forcément l'impact désiré. Je crois qu'il va falloir voir surtout quels vont être les positionnements politiques des différents partis, en réalité. Ouais. Ça va être intéressant sur quel sens on entend donner à la chose. Et puis, j'ajoute quand même une chose, c'est que au niveau européen, vous me pardonnerez de revenir à cet échelon, mais je crois qu'il est quand même fondamental. Oui. La France est sous le coup d'une procédure pour redressement de sa trajectoire, on va dire. Voilà. Donc c'est pas un budget, Maud Koffler. C'est 7 budgets qu'il va falloir faire passer avec des mesures drastiques. Et je crois que ça, il faut que les gens en aient conscience, en fait, puisque c'est un plan de redressement sur plusieurs années. Ouais, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Mais écoutez, merci beaucoup Pascal Pierrat d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes députée européenne du Rassemblement national, haut fonctionnaire, ancien juge d'instruction. Écoutez, on vous recevra, je pense, très bientôt pour parler de nouveau de cette politique migratoire notamment, et puis de l'avancée de ce budget, de tous ces votes qui arrivent. En tout cas, merci d'avoir été notre invité ce matin et très bonne journée. Merci.